Bonjour à tous, bienvenue à vous. On est très heureux de vous accueillir en ce lundi matin. On espère que votre week-end a été bon et puis on va commencer la semaine en beauté avec vous, Olivier. De quoi va-t-on parler? Vous avez eu l'air surpris quand j'ai dit beauté. Oui, parce que faut que je m'habitue à mon prénom, c'est nouveau. Ah mais c'est voilà, ça, c'est voilà. Bon, alors de quoi on va parler? Ça n'était pas un mensonge, je vous le dis. On va parler du mensonge appliqué à la consommation parce que les marques sont aussi parfois à la limite du mensonge tout en restant du bon côté pour évidemment pas se faire taper sur les doigts. D'accord, bon bah écoutez, on verra ça tout à l'heure. On vous présentera également le très beau projet d'une maison de vie dans les Côtes d'Armor, un lieu pour accompagner, comme à la maison des malades en fin de vie, et aussi un lieu de répit pour les proches aidants. Vous verrez cela dans quelques instants. Le thème du jour, vous l'avez compris avec Olivier, c'est le mensonge. Nous l'aborderons sous l'angle psychologique. Et rassurez-vous, nous mentons tous, c'est prouvé par des études très sérieuses. Et puis nous évoquerons aussi le mensonge sur le plan administratif. Que risque-t-on? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Nous évoquerons également le bleu de travail dans cette émission, un vêtement simple, fonctionnel et emblématique qui a plus de 150 ans et auquel la réalisatrice Bernadette Bourvon s'est intéressée. Elle a recueilli des témoignages et en a fait un très beau documentaire qui sera diffusé ce soir sur notre antenne. Elle est avec nous ce matin. Enfin, nous retrouverons Billy à la SPA de Rennes qui nous présentera 2 nouveaux animaux à adopter. Bien oui, quand on aime, on ne compte pas. Voilà pour le sommaire du jour. On va vous dire toute la vérité sur le mensonge. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Oh, d'un coup, ça vous a plu. Oui. Tout le monde suspecte tout le monde qui a menti, qui n'a pas menti. Catherine, jurez-vous de nous dire toute la vérité? Bien sûr que rien non. Que la vérité. Cette émission. Bien sûr que non, rassurez-vous Laurence. Parce que je connais le mensonge, ça me connaît. Je ne suis pas peu fière, d'ailleurs, j'ai fait l'Institut Jean-Claude Roman de réalité alternative. 5 ans d'études en mensonge appliqué. C'est à Levallois-Perret, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. C'est juste en face du groupe scolaire Jérôme Cahuzac. Je vois bien. C'est pas mal en tout cas, des études supérieures, on peut le dire. Et puis, quand même, à l'instar de notre président, j'ai changé. Sauf que moi, vraiment. Et j'ai décidé de mentir le moins possible. Voilà, mentir le moins possible. Je ne vais pas vous dire que j'ai décidé d'arrêter de mentir, parce que ce serait un mensonge. Et là, vous voyez, j'ai décidé d'arrêter. Alors, pourquoi? Parce que, et d'une, c'est fatigant de mentir. Il faut continuer à mentir tout le temps, se souvenir des mensonges qu'on a effectués, à qui on les a dit, de continuer à tracer. C'est fatigant. Et puis, il y a aussi des choses qui nous transcendent, comme les valeurs morales, on en parlera peut-être. En tout cas, on nous a dit que c'était pas bien de mentir. Donc voilà, pour le karma, on ne sait pas. Donc par contre, ou par exemple plutôt, ça s'illustre sous forme de quoi? C'est, par exemple, j'évite de dire « je n'ai pas eu le temps de répondre à ton message ». Je dis, je n'ai pas pris le temps, parce que maintenant, avec les moyens de communication, on peut toujours, sur les toilettes, on peut envoyer un mail, donc je n'ai pas eu le temps, non, c'est impossible. Donc j'évite aussi les formules, alors je continue à être polie, bonjour, merci, au revoir, mais par contre, j'évite de dire avec plaisir quand ça n'a pas été avec plaisir. Vous voyez, des petites choses comme ça, qui sont pas forcément très handicapantes dans la vie de tous les jours, mais qui permettent de rester un peu honnête. Mais par contre, il y a un lieu, dans lequel je pense qu'il faut toujours continuer à mentir, c'est le restaurant. Quand on vous débarrasse et qu'on vous a dit ça a été, et que c'était pas forcément top, moi personnellement je dis toujours oui, très bien, merci, parce que si on commence à dire non, la viande était dégueulasse, le risque c'est que par exemple votre plat soit assaisonné à la salive le plat suivant. Le plat suivant, c'est ça. En fait, il faut le dire après le café, quoi. Oui, après en partant vite, après avoir payé comme ça. Donc après, je sais pas, peut-être que vous nous direz dans quel lieu on peut continuer à mentir tranquillement. J'attends des astuces. C'est ce qu'on va voir justement. Merci. Merci Catherine. Je vous propose tout de suite justement une petite introduction en images sur le mensonge. C'est vraiment vrai ce que tu me dis, ma chérie? Bien sûr, pourquoi je te mentirais? Il faut bien se l'avouer, chez l'homme avec un grand H, le mensonge est une marque de fabrique. Qu'on mente par politesse, par ruse, par lâcheté, par omission, par souci de se préserver, par altruisme, par pudeur ou par jeu, bref, toutes les occasions sont bonnes. Des études ont montré que nous mentons entre 2 et 90 fois par jour depuis qu'on a 5 ans, âge où se développe la conscience du vrai et du faux. Et avant 5 ans, c'est pire, on ment comme on respire. Tout simplement parce qu'on ne fait pas la différence entre réalité et imaginaire. Parents, ne vous inquiétez pas et ne soyez pas négatifs avec votre petit menteur. Le mensonge fait partie du développement normal d'un enfant avant 5-6 ans. Et d'ailleurs, question sincérité, les parents ne sont pas des exemples, c'est même des sacrés baratineurs. Qui c'est qui raconte que le Père Noël existe, que la petite souris va passer, etc., etc. Forcément, ça laisse des traces.
Et parce que vous vous êtes juré amour et fidélité dans votre couple, vous voudriez échapper au mensonge? Erreur! Tous les psys de la Terre vous le diront, il faut garder son jardin secret. La tyrannie de la transparence est contre-productive. Pas vrai? C'est ce qu'on va voir justement. On va aller plus loin sur cette thématique avec Hugues Delmas. Bonjour Hugues. Bonjour Laurence. Vous êtes co-auteur du livre Le Mensonge, publié chez Duno, et vous êtes docteur en psychologie. L'originalité de cet ouvrage, c'est que vous l'avez écrit avec 3 autres personnes. C'est un sujet si complexe que ça. Écrire à 4 un livre sur le mensonge, c'était nécessaire? Tout à fait. Alors, je peux déjà vous présenter les co-auteurs. Alors, je l'ai écrit avec Benjamin Elissalde, qui est un enquêteur de police et qui, lui, s'intéresse en fait aux méthodes finalement de questionnement dans le cadre de l'interrogatoire. Ensuite, avec Frédéric Thomas, qui, lui, est linguiste et doctorant en psychologie. Il s'intéresse finalement à tous les éléments du langage qui vont caractériser le discours mensonger. Et avec Gladys Raffin, qui est une psychologue du travail, qui, elle, est spécialiste, on va dire, des tests de personnalité, des différents profils que l'on peut avoir. Et enfin, moi-même, qui suis docteur en psychologie. Moi, je me suis plus intéressé à la dimension comportementale, par exemple, les différents gestes, les expressions faciales, et comment cela va se traduire dans le cadre de l'évaluation de la crédibilité. Alors, effectivement, pourquoi on a écrit un tel livre? Parce qu'on est Vous connaissiez tous déjà, donc vous avez croisé les approches. Effectivement, on se connaissait déjà depuis une dizaine d'années, on s'intéressait au sujet, on avait différents regards en fait, et on a fait un constat, c'est qu'il n'y avait pas forcément de livres, d'ouvrages grand public qui traitaient cette question-là de manière scientifique. Il y avait plein de données finalement qu'on peut voir sur Internet, etc., mais qui ont la lacune finalement de propager de nombreuses idées reçues. Alors justement, les idées reçues, c'est ce à quoi on va s'attaquer. Est-ce qu'il y a un profil type du menteur? Parce qu'on imagine, alors sans aller jusqu'à dire que c'est celui qui a le nez qui s'allonge, parce que bon, on ne croit plus tout à fait à ce qui est dit dans Pinocchio, mais globalement, il y a un profil type ou pas? Non, il n'y a pas de profil type, on ment tous. Et une étude de Paolo, qui est une chercheuse américaine qui a publié ça en 1996, a pu montrer qu'on finalement on mentait 1 à 2 fois par jour en moyenne. Et Vous confirmez les uns les autres? Oui. On va réfléchir. Oui, ça dépend. Et donc, vous dites le premier mensonge, c'est la question comment ça va? C'est comme Catherine au restaurant. Oui. On dit jamais non parce que sinon, si on peut dire non. Si Bernadette, elle dit non. si, effectivement, on Ça peut. va Bernadette? Oui, très bien. Oui, ça va. En fait, effectivement, C'est vrai. tous ces petits mensonges quotidiens sont plus des petits arrangements avec la vérité. Il n'y a pas forcément de grands enjeux ou de grandes conséquences. Quelquefois, effectivement, le petit ça va du matin où on dit que tout va bien alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est déjà un petit arrangement avec la vérité. Et puis, après, on peut en faire plusieurs dans la journée. Et effectivement, ces petits arrangements qui n'ont pas de réelles conséquences sont à opposer finalement à des mensonges qu'on peut trouver dans le contexte judiciaire ou même dans l'administration qui là ont de réelles conséquences. Alors justement, puisque ça tombe bien que vous en parliez, on va justement demander à maître Marie Le Dantec. Bonjour, vous êtes avocate. Bonjour. Le mensonge dans un contexte administratif, on le définit comment sur le plan administratif et juridique? Oui, c'est important en effet de bien déterminer ce dont on parle juridiquement quand on évoque le mensonge au plan administratif, c'est-à-dire dans les relations entre un administré, qui soit un particulier ou un professionnel, et l'administration ou le service public, comme par exemple les services d'une commune ou ceux d'une préfecture. Alors, tout d'abord, on ne va pas employer le terme de mensonge, on va qualifier juridiquement de fraude ou de fausses déclarations, voire même de faux, selon les hypothèses. Et ces qualifications juridiques, elles vont recouvrir un nombre de cas de figure assez multiples. On pense à la fraude fiscale, évidemment, à la fraude aux aides sociales, on pense aussi au travail dissimulé, par exemple, ou encore au mariage blanc, dans le but d'obtenir un titre de séjour. Et ces cas de figure, on va les détecter sur la base, en général, de 2 critères. D'abord, un critère matériel. On va avoir une manœuvre de l'administré qui va vouloir cacher sa situation ou alors la maquiller. Et ensuite, on peut avoir aussi un critère intentionnel. Cette manœuvre, elle va être faite dans l'intention délibérée d'induire l'administration en erreur pour obtenir une décision favorable, mais dont on sait qu'elle est indue ou même illégale, finalement. Alors, il y a une nouveauté en matière de mensonges sur le plan administratif, c'est que depuis l'été 2018, c'est ça, on a un droit à l'erreur pour l'administré. Alors, expliquez-nous ça. Oui, c'est pas forcément connu, c'est passé un peu inaperçu au cours de l'été. C'est un droit à mentir. C'est un droit à mentir, oui, alors, ni moins. Pas tout à fait, mais c'est vrai que... Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la loi pour un État au service d'une société de confiance qui a posé le principe selon lequel l'usager est présumé être de bonne foi quand il commet une erreur et qui peut la corriger sans nécessairement être pénalisé. Mais malgré tout, ce principe a vocation à s'appliquer dans des hypothèses qui sont définies par la loi. C'est d'abord le cas de figure de l'erreur matérielle, l'erreur de report de données dans un formulaire ou l'inversion de chiffres. Et le second cas de figure, c'est le cas dans lequel l'administré va se tromper pour la première fois sur les règles qui sont applicables à sa situation.
Et ce qu'on peut noter également, c'est que quelques mois après l'adoption de ce texte, une nouvelle loi de lutte contre la fraude est passée et elle est venue renforcer les moyens de détection de la fraude en renforçant notamment la communication entre administrations. Et par expérience, c'est souvent comme ça que les cas de fraude sont détectés. D'accord. Alors, avant de parler des conséquences justement de ces mensonges sur le plan administratif, on a envie de vous demander, Hugues, qu'est-ce qui pousse les gens à mentir comme ça sur le plan administratif, par exemple, à se mettre en danger? Parce que c'est clairement ça, il y a quand même des conséquences probables. Il va y avoir plusieurs un peu fonctions finalement au mensonge, plusieurs raisons pour lesquelles on va mentir. Il faut déjà savoir que on est relativement mauvais dans la détection du mensonge. Notre capacité à détecter le mensonge est de 50%, et finalement on va se baser en fait nos évaluations sur de nombreux stéréotypes, de nombreuses croyances. À savoir, on va associer par exemple le comportement mensonger au stress, à la nervosité, alors que ce n'est pas forcément le cas, et que du coup ce stress, cette nervosité, on va l'associer à des indicateurs comme par exemple le regard fuyant, le fait de se gratter, de faire des agitations, d'avoir des gestes. Voilà, plus personne ne va bouger du coup, mais que du coup on a tendance à associer tous ces indicateurs au stress et au mensonge, alors qu'en réalité ce n'est pas forcément le cas, et que du coup ça biaise finalement nos évaluations. Alors vous dites au quotidien, on évalue à 50% la crédibilité de nos interlocuteurs. Notre performance correcte est de 50%, ouais. Ça revient à tirer à pile ou face en fait. On est aussi bon qu'une pièce de monnaie, comme le hasard en fait. Voilà, on fait pas. Est-ce que je peux dire un truc? Oui. Est-ce que, enfin je ne sais pas, mais est-ce que tout d'abord on ne se ment pas à soi-même? Alors ça c'est une grande c'est philosophique. Vous avez 2 heures. Merci Bernadette. Merci, c'est très simple. Oui, Bernadette. Voilà. Après, mais de bonne foi, c'est qu'on se voit toujours mieux ou moins bien, ou on enjolive les choses, ou au contraire on les noircit. C'est difficile d'avoir un jugement déjà sur soi avant d'apporter sur quelqu'un d'autre, peut-être. Tout à fait. Après, en tout cas, d'un point de vue scientifique, on ne va pas tellement s'intéresser à la tromperie vis-à-vis de soi-même. Après, l'intention, la définition que l'on va avoir au final va rejoindre un peu finalement celle qu'on a présentée tout à l'heure sur l'intention délibérée de tromper autrui. Donc, il y a un aspect de conscience, il faut avoir conscience de la vérité pour pouvoir finalement tromper, et un aspect intentionnel. Donc, du coup, se mentir à soi-même, on rentre dans des problématiques un peu plus de personnalité, de psychothérapie, peut-être de psychanalyse, dans le sens où c'est plus un travail sur soi-même qu'il faut réaliser. Et vous aviez un collègue, donc votre collègue de livre, Monsieur Elissal, je crois, a travaillé pour la police. Et bien sûr, on se demande toujours le fameux détecteur de mensonges. Alors, j'ai posé la question. Il existe à peine, je crois, dans les séries américaines. Est-ce qu'il existe en France? Et j'imagine est-ce qu'il a valeur juridique ou... Alors Benjamin, aujourd'hui, il est un enquêteur de police, donc voilà, c'est on va dire un OPJ, il réalise des enquêtes. Dans le cadre de policier aujourd'hui, donc vous parlez du détecteur de mensonges, à savoir le polygraphe. On nomme à tort en fait le détecteur de mensonges, car le polygraphe en réalité mesure notre niveau de stress, notre niveau d'activation émotionnelle. Mais il a été appliqué, il est toujours appliqué dans certains pays comme un détecteur de mensonges. Mais en réalité, il va détecter des variations de stress, de niveau de stress. Et c'est pour ça là qu'en France, finalement, on n'utilise pas cet indicateur-là, enfin en tout cas le polygraphe, mais il continue à l'être dans d'autres pays. Alors, je vous propose qu'on écoute la question d'une téléspectatrice, elle s'appelle Déborah et elle vous est adressée, Hugues. On écoute. Bonjour, je m'appelle Déborah Bitton, j'ai 26 ans, je suis actuellement juriste et je me posais une question, c'est pourquoi avons-nous recours au mensonge? Pourquoi on ne dit pas tout simplement la vérité? Pourquoi nous sentons-nous obligés de mentir et d'enrober les choses? Alors pourquoi on enrobe les choses finalement? Est-ce que ça a une utilité sociale peut-être? Alors effectivement, le mensonge a une grande fonction sociale, dans le sens qu'il va agir comme un peu un lubrifiant social, dans le sens qu'il va faciliter les différents échanges entre les acteurs sociaux. Il nous permet ainsi de garder finalement un petit jardin secret entre nous. Et du coup, pour le coup, voilà, le mensonge facilite ces relations sociales. Je me répète, excusez-moi. Ce serait la guerre s'il ne montrait pas, c'est ça? Voilà, en fait. Mais à partir de quel moment il devient pathologique?
Justement, c'est là où la frontière entre la définition sur laquelle on va travailler va basculer dans l'aspect pathologique dans lequel on peut plus s'empêcher de mentir. Et du coup, après, il y a la frontière entre ce que vous disiez tout à l'heure, l'aspect délibéré, se mentir à soi-même, devient de plus en plus fine. Et effectivement, en fait, si à chaque instant on imaginait dire à tout le monde ce qu'on pense, à tout le monde, tout le temps, les relations deviendraient très dures, très rudes. Et comme vous disiez, ça serait entre guillemets une guerre sociale. Et alors, les discussions, moi, je pense que je vais décider de mentir parce que le mensonge sera peut-être plus intéressant que la réalité aussi parfois. Est-ce que c'est pas parce qu'une forme d'imagination ou de se projeter dans quelque chose de plus joli, de plus doux, de plus... Tout à fait. Après, le mensonge peut avoir plusieurs fonctions. L'une d'entre elles, ça va être peut-être de vous valoriser, de vous mettre en valeur. Et donc, effectivement, si vous voulez enjoliver la vérité, c'est une raison pour laquelle vous pouvez mentir. C'est très masculin comme comportement. Bernadette, oui, Olivier. Je vais poser une question à Marie quand même. Alors du coup, concrètement, quelles sont les conséquences sur le plan judiciaire, sur le plan administratif, les risques pris par l'administré quand on ment? Il y a différents cas de figure, on imagine. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'il y a le mensonge social, puis il y a le mensonge qui n'est pas permis. Face à l'administration, il n'est pas permis de mentir ou de frauder. Et les conséquences, en fait, elles sont de deux ordres. Il y a des conséquences d'une part administratives et aussi des conséquences pénales. Au titre des conséquences administratives, on pense, évidemment, l'administré devra rembourser les sommes indues ou les sommes qu'il aurait dû qu'il aurait dû payer normalement. À savoir que parfois des situations qui se constituent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, vont donner lieu à récupération d'un seul coup. Ça peut être assez douloureux financièrement. Et à savoir également qu'en matière de fraude, il peut y avoir des règles de prescription particulières, notamment la caisse d'allocation familiale en matière d'aide sociale peut remonter 5 ans en arrière, au lieu de 2 quand on est dans des situations ordinaires. En matière fiscale, les redressements, ils se font, eux, sur en général 3 ans. C'est le cas, en tout cas, sur l'impôt sur le revenu. Au titre des sanctions administratives, on a également des pénalités. Et les pénalités sont appliquées quasiment systématiquement en matière d'aide sociale. Des majorations, des suspensions ou des suppressions de droits, donc pas très réjouissant. Et puis après, il y a des conséquences qui sont un petit peu plus méconnues, notamment le fait qu'une décision administrative obtenue par fraude, elle souffre en fait d'une forme de précarité. Et qui peut permettre à l'administration de la retirer pendant une longue période et parfois même sans limite de temps. C'est le cas notamment du permis de construire qui est obtenu par fraude. Ouais. Par exemple, une personne qui mentirait sur l'altimétrie de son terrain pour pouvoir construire au-delà de la hauteur maximale autorisée peut voir son permis de construire obtenu par fraude retiré sans limite de temps. Et la conséquence maximale dans ce cas de figure, c'est la démolition de la construction illégale. Donc ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Et ensuite, au plan pénal, là aussi, le mensonge à l'administration, la fraude est réprimée pénalement. Et là-dessus, il n'y a pas de minimum. Qu'on ait fraudé pour 100 000 ou 100 000 euros, dès que l'infraction est constituée, il peut y avoir des poursuites judiciaires. Et alors, les peines maximales qui sont prévues dans ce cas de figure, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, ce à quoi on peut ajouter en plus des peines complémentaires. Donc ça peut être l'interdiction d'exercer des fonctions publiques, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle on a fraudé. Et puis, dernière chose qui a en principe vocation à se généraliser, c'est la publication et la diffusion des condamnations pénales en matière de fraude fiscale. L'objectif étant, entre guillemets, de couvrir de honte le fraudeur et de dissuader les éventuels potentiels fraudeurs. La règle de la transparence. Mieux vaut éviter. Mieux vaut éviter, on l'aura bien compris. Alors, il y en a qui n'évitent pas forcément. Eh bien, ce sont les marques et les grandes enseignes, n'est-ce pas, Olivier? Oui, Laurence. Dites-nous tout. Parce que vous aussi, vous avez choisi de vous pencher sur le sujet des mensonges, parce qu'en matière de consommation, ça existe aussi. Oui, et comme partout, il y a une graduation dans les mensonges. Il y a des mensonges qui sont très graves et d'autres un peu moins graves. Les mensonges qui sont graves, ça s'appelle tout simplement de la publicité mensongère. C'est condamné. C'est dès lors qu'il y a des allégations, des promesses qui sont fausses. Ça, c'est de la publicité mensongère. Mais les marques sont évidemment malines. Elles sont bien conseillées par des avocats. Et elles se débrouillent pour rester juste en dessous de la frontière qui les ferait condamner. Et j'ai choisi de vous amener sur ce terrain un peu on va appeler une zone grise, où il y a quand même beaucoup de confusion, d'omission, et que c'est finalement des petits mensonges. Alors,
Je vais commencer par une publicité, c'était hier dans un hypermarché Carrefour, qui me promettait, alors c'est écrit un petit, mais je vous le lis, 6 € la bouteille de champagne. Alors c'est imbattable. Sauf qu'il faut comprendre que c'est une fois la remise fidélité que vous aurez obtenue déduite, ça veut dire que vous allez payer en caisse le vrai prix du champagne et on va vous créditer, tout le monde connaît ça sur la carte de fidélité, un montant, une somme très importante qui ramènera après coup la bouteille à 6 €. Mais c'est bien évidemment après coup. Dans l'instant, vous n'allez pas payer 6 € votre bouteille de champagne. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est sur la composition. Et là, il y a une espèce de confusion qui règne. Je vous ai choisi un cassoulet toulousain. Voilà. Avec une jolie carte de France qui dit qu'il a été cuisiné en France. Et puis quand vous le tournez, je vous le lis, ce cassoulet toulousain est fabriqué en France à partir de viande de canard et de porc, origine Union européenne. Ça veut dire qu'il a été fabriqué en France, il se revendique d'une origine qui plus est toulousaine, une bonne origine au demeurant, mais avec de la matière première qui vient d'ailleurs. Alors, vous en avez autant que vous en voulez. Là, je vous ai pris une autre marque qui joue sur la confusion et une espèce de mensonge quand même, parce que là, il faut que vous vous concentriez. Vous avez des petites cartes de France, vous les voyez en bas à gauche sur le produit. Alors maintenant, je le retourne pour vous le lire. Le poulet à la crème, c'est de la viande française. Le coq à la bière, il est cuisiné en France. Vous voyez la différence? C'est que lui n'est pas français, mon bon monsieur, alors qu'il est revendiqué comme étant préparé en France. Sachant que le premier mensonge aussi, c'est la photo sur... Alors c'est le dernier dont j'ai choisi de vous parler. On va ouvrir un plat. Vous en avez un autre, tiens, sur les ingrédients, tenez. Dans ce hachis parmentier, en apparence, vous avez quel pourcentage de viande quand vous regardez le rapport? Ça fait vraiment pas rêver. Je vais voir avec l'avocate. 70% de viande, dit-elle. Bah, donc, vous faites une sacrée cuisinière. 10% de viande, vous voyez que là, il y a une forme de mensonge parce qu'on vous suggère quelque chose qui n'est pas la réalité. Vous confirmez, c'est bien marqué 10%. Regardez aussi sur les origines produits entre ces deux paquets de la même marque. Je vous les lève. Vous voyez que on vous parle de la France. Dans un cas, on vous en parle comme étant des pommes de terre françaises et dans l'autre, une purée fabriquée en France. Vous voyez la différence? Eh bien, c'est que dans le cas où la purée est simplement fabriquée en France, hop, faut que voilà, c'est ici, voilà, pardon, moi je vais y arriver. Et bien du coup, la pomme de terre, elle n'était pas française, on vous l'a suggéré. Dans les suggestions aussi, vous voyez les jus multifruits. Quel est le fruit qui est le plus caché sur l'emballage? C'est la pomme. La pomme, qui est ici, vous voyez, vous la voyez quasiment pas. Et pourtant, c'est le premier fruit qui compose ce jus, puisque c'est un jus multifruit avec comme premier ingrédient de la pomme, mais comme c'est pas le plus valorisant, évidemment, c'est celui que l'on vous cache, que vous mettons en avant, du fruit de la passion de la mangue, qui sont des toutes petites parties de la composition. J'en ai autant que vous en voulez. Dans cette fondue de poireau à la Saint-Jacques, quel est le premier ingrédient? De la pomme de terre, évidemment, parce que quand on fait de la soupe, une fondue, on met du poireau, mais d'abord on met des pommes de terre. Et puis enfin, parce que vous l'avez réclamé, le mensonge sur la présentation. Alors regardez bien ce sauté de veau, ça donne envie, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ce sauté de veau. Et donc je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. On va voir. Si, bien sûr que oui, je vous obligerai pas à le manger. Ciboulette sur le sauté de veau. J'ai peur qu'il n'y ait pas le petit brin de ciboulette et j'ai peur aussi que ça ne ressemble pas beaucoup, vous voyez. Ça va tomber, mais ça va tomber sur mes affaires, ce qui est beaucoup moins grave. Et donc, d'un côté, vous avez ça, et de l'autre, vous aviez quelque chose qui était quand même beaucoup plus joli, les petits brins de ciboulette en moins. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour éviter les foudres de la justice, qu'il y a marqué en tout petit ici, suggestion de présentation. Eh bien, vous voyez, c'est comme ça qu'on ne tombe pas sous le coup de la publicité mensongère, parce qu'on n'a pas menti. On n'a pas dit que ça ressemblait à ça. On a dit que si vous vous cassez le derrière pour faire un truc joli, ça pourrait peut-être se rapprocher de ça, notamment avec les 2 brins de ciboulette qui ne sont pas livrés avec. Vous savez tout sur cette... Oui, c'est très agréable. J'ai mis beaucoup plus de parfum que d'habitude ce matin pour compenser. Voilà. Le marketing, c'est de la séduction, et la séduction, c'est du mensonge aussi, d'une certaine manière. Mais bien sûr, bien sûr. Catherine, mais oui. Mais bon, peut-être aussi les consommateurs devraient passer plus de temps à lire ce qui est marqué sur les boîtes. Il se trouve que tout est public. Voilà, absolument. Mais en fait, nous adorons le mensonge. Mais c'est ça, en fait, ça arrange, quoi. Ça nous arrange. Par moment. Par moment. Sauf quand on ouvre les boîtes, là déjà. Oh, vous ne sentez pas d'ici, c'est pas vrai. Un petit peu quand même. Ou alors, c'est pas le plat cuisine. Ok. Partons maintenant au chevet des anciens, si vous le voulez bien, à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. Nous allons voir de quelle façon des innovations en EHPAD peuvent aider nos aînés et le personnel soignant à mieux vivre au quotidien. C'est un reportage signé Hélène Pédèche et Jean-Michel Piron. Tréguier, son cloître, ses façades médiévales et son laboratoire d'innovation très prisé des start-up.
Depuis un an, résidents et soignants du centre hospitalier expérimentent des inventions destinées à améliorer leur quotidien. Dans les couloirs de l'EHPAD, 480 lits, les odeurs sont souvent désagréables, notamment au moment de la toilette. À ces heures stratégiques, des boîtiers noirs diffusent donc des huiles essentielles. Avant la prise du service, lorsqu'on rentre, on sent un parfum et ça permet de ne pas sentir les mauvaises odeurs qu'on a souvent dans les hôpitaux quand on rentre dans les couloirs. Donc c'est plus agréable, que ce soit pour nous ou pour les familles aussi. Autre dispositif, destiné cette fois à limiter les chutes des personnes âgées pendant la nuit. Ces panneaux photoluminescents placés dans les chambres, une sorte de balisage qui rassure bien Madame Le Forestier. C'est fait pour la nuit. C'est pour nous aider à aller aux toilettes. D'ailleurs, sur la porte, il y a pour éclairer le chemin, enfin, à partir de là jusqu'à là-bas, oui. Avec les chutes, l'un des autres risques qui guettent les anciens, c'est l'ennui, voire la dépression. Dans les maisons de retraite, un résident sur 3 serait touché. Ce casque de réalité virtuelle offre quelques minutes d'évasion à ceux qui ne sortent que rarement de l'hôpital. Alors Marie, où est-ce que vous voulez aller ce coup-ci ? Il y a ceux qui veulent revivre les sorties de leur jeunesse, en baie de Saint-Brieuc ou au Pardon de Saint-Yves, et les téméraires, comme Marie Le Maguet, adepte du saut en parachute. Coucou, ici. C'est parti mon kiki. Oh là là, lui il vole, pardon. Se faire plaisir quand on est en structure, pouvoir s'évader, c'est loin d'être un gadget. Nous, on a l'habitude de sortir, de rentrer chez nous, et les personnes qui sont là, ils sont chez eux, ils sont là tout le temps. Donc, c'est loin d'être un gadget. Et voilà. Au-delà d'une courte évasion, l'expérience peut servir à amorcer une discussion. Et là, Marie est intarissable. Et autrement, j'ai jamais sauté en parachute. Je suis montée en avion, mais j'ai fait plusieurs voyages, autrement en avion aussi. On va essayer d'ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Il va se passer des choses complètement étonnantes. Sur un sujet comme celui de la plage, je vais vous donner un exemple concret. Il y a une petite dame qui est à l'hôpital de Tréguier qui s'appelle Lali, qui est une dame a priori assez timide, et on l'a emmenée sur une plage à La Réunion. Et après, elle a commencé tout de suite. Alors elle a rigolé, elle avait un petit peu peur parce qu'elle n'avait pas envie qu'on se moque d'elle. N'empêche que ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant 25 minutes, elle m'a raconté ses premiers amours sur les plages de Binic, parce qu'il y avait le raccord plage. S'il permet d'égayer un peu le quotidien des anciens, le casque pourrait aussi contribuer à apaiser les angoisses du soir, parfois difficiles à gérer par les soignants, de moins en moins disponibles. Dans des EHPAD à bout de souffle, jusqu'où les nouvelles technologies pourront-elles aider nos aînés à mieux vieillir ? Un sujet extrêmement touchant, mieux vieillir, c'est là toute la question. C'est celle qu'on a envie de vous poser. Bonjour Christine Roux. Bonjour. Vous êtes la coprésidente d'un projet de maison de vie sur lequel vous travaillez depuis 3 ans avec Xavier Durand. Quel cheminement vous a amené tous les deux à imaginer un lieu comme celui-ci, dans les Côtes d'Armor ? C'est un constat. Moi, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé dans un réseau qui s'appelait à l'époque Réseau Pallia, un réseau de soins palliatifs où on accompagnait les personnes au domicile. Et il est venu de ce constat, en fait, du domicile qui souvent... alors, on vient de voir un reportage, en effet, sur les EHPAD. Il faut savoir que notre projet, il concerne tous les âges de la vie. Et en l'occurrence, on voit des jeunes personnes, malades, des familles, des mamans, des papas, des jeunes gens, et qui n'ont pas lieu où se retrouver, sinon l'hôpital. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est ça, entre l'hôpital et le domicile. Voilà, il n'y a pas le choix, en tout cas, de cet intermédiaire, même si on peut être très bien accompagné au domicile et on peut très bien être accompagné aussi à l'hôpital, mais ce choix n'est pas forcément le choix de la personne non plus. Est-ce qu'il existe des structures de ce genre, comme une maison... Qu'est-ce que vous allez faire d'abord dans cette maison de vie, et est-ce qu'il existe déjà ce type de structure ailleurs ou pas ? Ailleurs, oui, en France, la première maison qui a vu le jour, c'est une petite maison donc, dans l'est de la France, à Besançon. Et aujourd'hui sur Gardanne aussi, il y en a une qui est plus peut-être hospitalière. Et en tout cas, sur la région Bretagne, il n'en existe pas de ce type. L'idée, c'est quoi ? C'est de pouvoir offrir du répit aux proches aidants, non seulement ça ? Tout à fait. On sait aujourd'hui combien les aidants sont quelquefois épuisés à
à être au quotidien avec les leurs qui sont dans cette phase palliative ou où les leurs sont dans une maladie qui est évolutive. Et il faut être au quotidien, 24 heures sur 24, même s'il y a des aides qui sont mises en place au domicile. Les aidants, aujourd'hui, ont besoin aussi de ce répit. Et je pense même les personnes qui sont dans cette phase palliative, quelquefois aimeraient se retrouver dans une maison qu'on imagine chaleureuse, pleine de couleurs, pleine de vie. Et c'est vrai qu'on parlait du mensonge. C'est comment ne pas se mentir à soi-même jusqu'au bout. Et puis comment faire en sorte que les gens qui nous entourent aussi soient sincères avec nous. Alors pour les malades, vous allez proposer quoi dans ce projet? Alors dans ce projet, l'idée c'est de retrouver, on avait fait une esquisse, on a fait faire une esquisse architecturale pour se projeter un petit peu dans cette maison. C'est une forme de papillon avec 4 ailes, et dans chacune de ces ailes, il y a 4 chambres avec une petite cuisine aménagée, où chacun pourrait se retrouver dans cette intimité, ou, s'il le désire, se retrouver au centre de ce papillon, dans le cœur, dans le corps de ce papillon, se retrouver avec les uns et les autres, évidemment. Avec une écoute. Avec une écoute très particulière. Ouais. Et en termes de personnel, il y aura quel type d'accompagnement? Alors l'idée, c'est qu'il puisse y avoir en effet du personnel qui soit dédié à l'accompagnement de fin de vie, et avec cette spécificité dans l'accompagnement soins palliatifs, mais aussi qu'on puisse travailler avec les professionnels de premier recours, infirmiers libéraux, kinés, médecins, et que les aides à domicile aussi puissent venir dans cette maison, que ce soit un lieu ressource pour chacun d'entre nous. On sait combien la mort aujourd'hui est un sujet tabou, et on a envie d'ouvrir cette maison, mais vraiment à tous, et que ça puisse être un lieu ressource pour chacun d'entre nous. Vous en êtes où là concrètement dans la construction de ce projet? Vous êtes dans la dernière ligne droite, parce que ça fait déjà 3 ans que vous travaillez dessus. Oui, là, je ne sais pas si c'est la dernière ligne droite. En tout cas, on est à la recherche en effet de mécènes. On sait combien aujourd'hui l'État... même si elle nous soutient, on est allé rencontrer, donc Xavier, qui est le coprésident, est allé rencontrer l'ARS semaine dernière. Et elle est derrière nous, derrière ce projet. C'est les finances qui sont difficiles à récupérer. Donc là, oui, la poursuite de ce chemin, c'est comment trouver des mécènes quel est le mécène qui osera investir dans une telle maison. Et ben voilà. L'appel est lancé, ça tombe bien. Oui, l'appel est lancé, oui. Et en tant que particulier, on peut également vous aider en allant sur votre site internet maison de vie, maisondenvie.fr. Et puis il y a un spectacle qui aura lieu pour vous soutenir très prochainement. Tout à fait, le 3 jeudi. octobre. Oui, le 3 octobre. Nous invitons Yves Cusset, qui est un humoriste, philosophe, et qui aborde tous ces thèmes de l'amour, la mort, avec beaucoup d'humour, à la De Vos. Et donc, il nous reste encore quelques places. Et c'est un spectacle formidable. Nous avons eu l'occasion de le voir à Douarnenez, puisque nous avons des collègues sur Douarnenez qui ont le même projet que le nôtre. Et il faut savoir qu'on travaille main dans la main avec ce projet finistérien. Merci beaucoup. Merci Christine d'être venue nous présenter ce projet. Un projet sensible. Un projet... Oui, Bernadette, ça vous parle? Oui, parce que j'ai été aidant aussi à une époque, et c'est vrai que c'est parfois difficile certains jours. Donc c'est bien d'avoir effectivement une espèce de sas un peu là, qui permet de se reposer de temps en temps. Non, c'est un beau projet. Et puis un jour, nous serons tous vieux. Il ne faut pas se mentir. Voilà, c'est ce qui nous attend. Nous serons tous morts aussi, je pense. Oui, il paraît, Catherine. En attendant, on va un peu vivre, si vous voulez bien. Et ça tombe bien parce qu'avec vous, Bernadette, c'est un film magnifique et très vivant que vous nous proposez ce soir sur notre antenne à 22h35. La vie en bleu, c'est un magnifique travail consacré au bleu de travail. Pourquoi avoir décidé de faire un film sur le bleu de travail? Alors, vous savez, les documentaires, on met toujours beaucoup de temps avant la première idée qui finalement n'est plus la bonne, on en change, etc. Donc en gros, ça fait presque 2-3 ans avant que le documentaire ne sorte. Et moi, je me suis toujours intéressée en fait aux uniformes. Vous êtes infirmière, je ne sais pas, peut-être qu'un jour vous avez été obligée de mettre une blouse blanche d'infirmière. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement. Bon, un deuxième documentaire en prévision, avocat. Pareil, la robe. Voilà, après nous ici, on s'habille un peu comme on veut. Mais c'est vrai, je m'étais intéressée à la notion d'uniforme. Ou comment en fait, on vit avec un vêtement toute sa vie, professionnel bien sûr, qu'on n'a pas choisi.
Voilà, parce que nous, on s'habille comme on veut, mais des fois, quand on porte un uniforme, non. Bon, alors après, je me suis dit que c'était trop lourd, trop compliqué, et franchement, je ne sais plus. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le bleu travail. Parce qu'en fait, si on fait un tour de table ici, moi, je pense que tout le monde a une idée, une anecdote autour du bleu de travail. Autour du bleu. Parce que c'est un événement qui appartient à tout le monde. On a eu son voisin de palier, son père, son grand-père, etc., etc. Et même votre voisine, je crois. Votre voisine, elle emporte. Juste là, voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'est née l'histoire. Chacun a une anecdote de vie certainement avec un beau bleu dans un très beau bleu indigo, qui est vraiment magnifique. C'est un vêtement qui a plus de 150 ans, et qui est un peu le symbole du monde ouvrier, du monde paysan également, qui se l'est beaucoup approprié. Oui. Comment peut-il ne pas être démodé finalement? Parce qu'il n'est pas démodé, le bleu de travail. En fait, ça vient simplement du fait que c'est un vêtement effectivement qui a été créé pour protéger les ouvriers à l'ère industrielle au milieu du 19e, parce que c'était en fait les seules matières qu'on connaissait, un peu épaisses. Et en fait, il disparaît un peu ce vêtement de travail, on le voit bien dans le documentaire, au profit des bandes fluo, ici, machin veut marquer sa marque, dans le dos, etc. Parce que aussi les textiles évoluent. Le bleu de travail, il reste dans certaines corporations. Par exemple, là, chez les bronziers, du côté de Ploërmel, ils continuent à les mettre parce que finalement, c'est une petite entreprise et que ce bleu continue à faire son usage et il a vraiment la fonction pour ce travail. Mais du coup, j'ai un peu oublié la question. Donc, comment peut-il ne pas être démodé? Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, il concerne toutes les générations. Voilà. Les jeunes, les vieux. Oui, absolument. Et surtout, il est en train de passer, de façon, à mon avis, très naturelle. Il quitte un peu le monde du travail, progressivement, pour entrer dans celui du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu la mode maintenant de mettre des bleus de travail qu'on a achetés neufs ou qu'on récupère. C'est très tendance. C'est très tendance. Le jean, c'était un vêtement de travail aussi à la base, le bleu de Nîmes. Oui, alors le jean a une histoire très particulière, c'est qu'en fait, c'est une toile de Nîmes, de la ville de Nîmes, donc française, mais qui a été fabriquée surtout pour en fait faire des tentes aux États-Unis pour les chercheurs d'or. En fait, donc c'est parti comme ça. Et une fois arrivés aux États-Unis, ils se sont dit mais ce truc-là, ça a l'air sympa. On va en faire des pantalons et des salopettes, etc. Et tout le monde en porte. Et tout le monde en porte. Prochain film sur le jean, peut-être. Oui, alors beaucoup plus lourd et compliqué, effectivement, parce que le jean est devenu quasiment universel, alors que le bleu de travail, c'est quand même européen. Alors, on va revenir justement au bleu de travail. On va regarder un extrait de votre documentaire La vie en bleu. Alors, c'est toi qui as pris cette veste de ton père ou c'est lui qui te l'a donnée? Je l'ai pris quand j'ai commencé de la ferronnerie, donc ça remonte à 5-6 ans, dans ces eaux-là. Et je la mettais pas trop à l'époque parce que j'avais une cote, le bleu intégral, les combinaisons intégrales avec la fermeture au milieu, là, où je mettais jamais les bras, d'ailleurs. Ce que j'aimais bien à l'époque, j'étais plus jeune, je trouvais ça stylé. Voilà. Ça tient le choc, quoi. Moi, je les porte 6, voire 7 jours par semaine. Donc, c'est mes fringues de tous les jours. C'est devenu ma norme. Et je me suis rendu compte, en fait, du décalage de mon code vestimentaire la semaine dernière parce que je suis allée chez un orfèvre qui est en centre-ville de Rennes pour y travailler. Et donc, je suis allée en bleu travail et j'ai traversé le centre-ville de Rennes comme ça. Et je me suis rendu compte, en plus, que c'était un vendredi de shopping ou je sais pas, donc il y avait plein de gens bien habillés. Et je me suis rendu compte du décalage vestimentaire entre eux et moi. Et je me suis dit que je faisais plus partie de ce monde-là. Parce que pour moi, ça, c'était normal. C'est comme on est en bleu tout le temps, enfin souvent, ce soir, je serai probablement à l'atelier. Et puis si jamais on sort en ville, je sortirai comme ça. Ça arrive très souvent que le samedi soir, on soit au bar en bleu. Très souvent. Pour moi, c'est normal. Qu'on passe notre vie à bosser et puis on est bien dedans, en fait. On est bien dans ces fringues-là. Donc, on y reste. Voilà, on y reste, c'est une évidence finalement. On sent que ça touche à l'intimité. Bleu. Et vous verrez dans ces 52 minutes, toutes les histoires affectives sont très touchantes. Et en interrogeant même Paul Bloas, qu'on voit derrière, autour de son père ou d'autres personnes, il y a beaucoup de filiation. C'est pas juste un vêtement, c'est pas un bout de tissu. C'est toute la charge émotionnelle et affective qu'on a mis dans ce vêtement. Et il y a vraiment des surprises vraiment très, très touchantes. Et c'est vrai qu'on a souvent les larmes aux yeux parce que ce sont des histoires personnelles qui sont aussi les nôtres, qui sont des histoires universelles. On parlait des anciens tout à l'heure. Voilà, c'est aussi des parcours de vie. Avec juste un mot pour finir, c'est la fierté de le porter. Moi, je ne pensais pas que les gens étaient aussi fiers de porter ce vêtement.
Et la solidarité, parce que le bleu travail, c'est aussi des histoires de groupe. Les ouvriers, ils étaient en groupe. Vous avez tourné à l'Arsenal, vous avez tourné à Saint-Nazaire, vous avez tourné en Normandie, à Laval, ouais. enfin un peu partout, à Rennes. Voilà, Ploërmel. Un voyage à travers le bleu que vous nous promettez ce soir à 22h35. Le bleu de travail, ça vous inspire quoi, les uns les autres? Je mentirais si je vous disais que j'en mettrais un demain. Non, mais vous avez toujours des super chemises assorties au thème du jour. Et aujourd'hui, c'est les textos, c'est pas mal. Oui, parce qu'il y en a plein fourré de mensonges. J'ai commencé à en mettre un, mais c'était celui de mon grand-père, qui était un paysan du bassin rennais et qui a commencé, comme beaucoup de paysans à cette époque-là, à être ouvrier dans une marque automobile à chevrons. Voilà, c'est ça. Autour de Rennes. Bah, les ouvriers paysans. Oui, exactement. Et du coup, le sien, je l'ai porté pendant quelques années. Maintenant, je le préserve parce que voilà, je le gardais, ça fait partie du patrimoine. Et j'en mets toujours un, c'est pour Raymond, mon pépé. Voilà, ça c'est exactement ça résume vraiment. Et alors on parlait tout à l'heure effectivement c'est un événement européen puisque le tissu vient d'Angleterre au 19e. Après chaque pays d'Europe a fait le sien. Mais au Japon ils en sont totalement dingues. Aux États-Unis ils se les arrachent mais à prix d'or. Donc si vous en avez chez vous, surtout gardez-les, thésaurisez parce que ça peut un jour valoir des fortunes. Mais tout d'abord vaut mieux les garder pour soi. Et pour la valeur son histoire sentimentale. personnelle comme Catherine. Évidemment. Voilà. Catherine, oui. On va rester justement dans l'émotion, puisqu'on va parler d'animaux. Parce que j'espère aussi, s'il y a des maisons de vie, j'espère qu'il y aura des petits chiens. Parce que ça apporte tellement de... Et puis là encore, on a deux petites choses, deux petits animaux que Billy est allé voir à la SPA de Rennes. Retrouvons-les, parce que c'est peut-être vos nouveaux amis pour la vie. On y va tout de suite. Billy. Bonjour. Bonjour Billy. Alors les filles, ce matin, vous êtes toutes les deux parce qu'on a un binôme. Oui, un petit duo qu'on aimerait bien du coup faire adopter ensemble parce qu'elles sont très proches. D'accord. Donc c'est Fifi. Elles vivaient déjà ensemble? Oui, elles vivaient déjà ensemble. Okay, elles ont été abandonnées toutes les deux. D'accord. Donc on a Fifi et Choupette. Fifi et Choupette, voilà. Ça marche. 2006. Ouais. Voilà. Et Petite Bichette est 2013. 2013. Ah oui, d'accord. Donc il y en a une qui est un peu plus vieille que l'autre. Oui. C'est une race bien spécifique ou alors c'est des petites croisées caniches. Ah oui, des petits caniches, on n'en voit plus. Des petites chiennes mignonnes tout plein, qui ne comprennent pas du tout ce qu'elles font ici. Elles sont complètement perdues de se retrouver en refuge. Donc vraiment, on irait leur trouver une famille le plus rapidement possible. Parce qu'elles viennent d'arriver il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, ça fait pas très longtemps qu'elles sont là. Ok. Mais voilà, on les sent vraiment perdues, elles ont besoin de réconfort et voilà, on aimerait bien qu'elles partent vite. Ça marche. Une petite maison, un appartement, a priori, c'est bon? Oui, c'est des petites chiennes vraiment mignonnes qui pourront s'adapter à pas mal de situations aussi à partir du moment où on leur consacre du temps. Toujours de l'amour, c'est toujours la même histoire. Ça marche. Il suffit de leur consacrer un peu de temps et puis et tout roule. Et au niveau des chats? Alors, on n'a pas eu l'occasion encore de les tester. Bon, a priori, maintenant, ça va. elles Les n'ont chats aucune sont animosité, derrière. là, en tout cas en les voyant. Ouais. Après, bien sûr, on fera un test un peu plus approfondi si jamais on a des gens intéressés qui ont des chats. Eh ben, c'était nos deux championnes aujourd'hui qui étaient là au refuge de la SPA. Et puis, nous, on va vous souhaiter une bonne après-midi à tout le monde. Et alors, on va leur trouver une petite famille pour eux. Pour les chouchouter. Ouais. Elle le mérite, Allez, ces petits bisous tout le bichets. monde. Oh, ma puce. Oh, oui. Trop mignonne, monsieur. Si c'est pas plein d'amour tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc on vous rappelle, le documentaire La vie en bleu ce soir c'est 22h35. Quant à nous, on se retrouve demain à 10h45. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne. Maëlène Villaverde et Jean-Michel Piron vous font découvrir cette semaine la ville de Redon avec aujourd'hui un zoom sur son architecture. Et puis ce sera l'heure de votre journal régional à midi. Très belle journée à vous sur France 3 Bretagne. Kenavo. Kenavo.